Bonjour Samuel. Bonjour Félicité, merci de me recevoir. Avec plaisir. Bienvenue sur le podcast des Audacieux. Dans cet épisode, on parlera de jeunesse, on parlera d'innovation, on parlera de projets, on parlera aussi du développement personnel, socio-culturel et socio-professionnel de la jeunesse camerounaise. C'est avec un plaisir. Ok, très bien. Et on va commencer par votre parcours. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on comprenne sur votre enfance pour comprendre la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à comprendre. Moi, je pense qu'on est 7 milliards d'âmes humaines sur la Terre et que chacun des humains vient avec une mission. Et oui, en regardant l'enfance d'un homme, en regardant ses premières passions, en regardant ses premiers rêves, on est capable d'identifier un peu quelle est sa mission de vie. Oui. Et la seule chance que j'aurais peut-être eu, que d'autres n'ont pas, c'est d'avoir grandi sous la coupe d'un père qui est une autorité traditionnelle, qui comprend très bien ces choses-là, qui a su observer ses enfants et qui les a simplement guidés chacun dans le chemin qu'il avait choisi. Donc moi, on ne m'a jamais imposé de filière à faire à l'école, on ne m'a jamais imposé de série, on ne m'a jamais imposé d'école. J'ai choisi moi-même les écoles où je voulais aller, les facultés que je voulais faire, les projets que je voulais mener. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné dans chacune de ces étapes-là. Donc, ce que je peux dire à ceux qui ont mon âge, enfin ceux qui sont plus jeunes que moi, c'est de s'écouter, c'est de regarder leur passé, c'est de regarder leur enfance. Je pense qu'il y a suffisamment de signaux qui indiquent quelle est leur mission de vie. Totalement. Et à ceux qui sont plus âgés, qui ont des enfants au bas âge, c'est de regarder ces enfants-là et de ne pas leur imposer un chemin. Je dis souvent que si vous faites un concours de nage, ce sera compliqué pour un oiseau de gagner. Donc chacun de nous vient avec son potentiel. Totalement. Il faut simplement s'écouter. Ah, très bien, très bien. Effectivement, parce que l'enfant, ça est souvent porteur et propulseur de ce qu'on devient à l'âge adulte, et les parents aussi, ils sont pour beaucoup. Et comment aujourd'hui vous vous définissez en tant que personne, surtout au-delà du titre? On sait que vous êtes présenté aux élections camerounaises, aux élections présidentielles camerounaises en 2025. Mais comment est-ce que vous vous définissez au-delà de tous ces titres-là, au-delà du fait que vous êtes entrepreneur, au-delà du fait que vous êtes chef d'entreprise? Comment est-ce que vous vous définissiez, vous, Hiram Samuel? Je suis un homme. Un homme, un humain, un être humain, comme tous les autres, qui jouit de, Dieu merci, de toutes ses capacités physiques, psychiques, intellectuelles, et qui essaie de tracer sa route. Je vous l'ai dit, pour moi, le projet que j'ai défendu à l'élection présidentielle était un projet qui se reposait sur la promotion de l'identité de la pensée africaine. Effectivement. Et ce que la pensée africaine nous dit, c'est que toute chose, avant d'être matière, est d'abord esprit. Donc le cheminement d'un homme, c'est de comprendre quel est l'esprit qui porte son corps. Parce que le corps, une fois qu'on meurt, il disparaît. Et donc, je suis un esprit comme les autres qui essaie de se reconnaître, qui essaie de trouver sa place dans le monde, qui s'attache à ses convictions et qui, quand il est convaincu de quelque chose, se bat pour le matérialiser et le réaliser. Aussi simplement que ça. Donc, je n'ai absolument rien de différent des autres. Je n'ai rien d'unique. Enfin, tous les êtres ont quelque chose d'unique. Je n'ai rien d'exceptionnel. Je suis juste quelqu'un, comme j'ai dit, qui croit. Et qui, quand il a une conviction, il se donne tous les moyens d'y aller. Ok, très bien. Avant de rentrer dans le cœur ou dans le vif de notre conversation, on a un petit jeu qu'on appelle le jeu des audacieux. Donc, c'est un papier à choisir dans la corbeille. Donc, choisir un papier. Donc là, c'est les noms des personnalités qui ont influencé et qui ont impacté l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, bien sûr. Et donc, il s'agit de sélectionner un papier et de lire le nom dessus et de nous dire est-ce que cette personne vous inspire ou vous impacte? Si oui, en quoi est-ce qu'elle vous inspire? Ça marche. Un au hasard, c'est bien ça. Au hasard, c'est ça. Parfait. Ah oui, et puis je tombe sur la bonne personne, Ruben Oumiobe. Ok, très bien. Écoutez, toutes les raisons de m'inspirer. Je suis un petit-fils du PCiste. Mes deux grands-parents ont été à l'origine de l'UPC, l'un de manière très très ouverte, l'autre de manière un peu plus réservée. Donc j'ai grandi dans une famille où les débats sur l'UPC, sur l'indépendance du Cameroun, sur la libération du Cameroun, sur Ruben Oumiobe était un sujet quasi quotidien quand on se retrouvait en famille. Si vous regardez le projet de société du MP3, le parti que je dirige, à la première page, c'est le visage de Oumiobe qui apparaît avec une citation. Donc oui, c'est quelqu'un qui a forgé mon engagement politique sur un certain nombre de plateformes digitales. Mon pseudonyme, c'est Mporol, qui est le surnom qui a été donné à Oumiobe, celui qui porte la revendication. Donc c'est très certainement quelqu'un qui a influencé mon parcours, mon engagement. Parce que je le dis souvent, on est un pays qui a plusieurs influences religieuses. On est chrétien, on est musulman, on est bouddhiste. On célèbre
ces maîtres spirituels qui ont donné leur vie pour leur communauté. Totalement. Mais on oublie souvent qu'il y a un homme, parmi tant d'autres, qui s'appelle Oumou Niobé, qui a donné sa vie pour le Cameroun. Exactement, exactement. Et donc, c'est une source d'inspiration pour la démarche patriotique que j'essaie de conduire. Oui, totalement. Est-ce que vous pensez que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est prête à porter justement ce flambeau qu'il a laissé en partant? Et est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui incarne les valeurs qu'il défendait Je ne sais pas, j'ai évité tout au long de mes petites 38 années de vie de juger les autres. Ok, Donc moi, très j'aime bien. pas les englober. Englober, Voilà. Donc, justement, caricaturer. je serais mal placé pour être un juge de la jeunesse camerounaise. Moi, j'ai reconnu en Oumou Niobé un modèle. Oui, J'ai reconnu en lui quelqu'un qui ouvre une voie. J'ai décidé d'embrasser cette voie-là, de regarder son histoire. Il n'a pas été parfait. totalement. D'essayer d'analyser peut-être ses échecs ou ses mauvais choix et d'en tirer l'expérience qu'il faut pour avancer. Maintenant, il faut dire que les pères fondateurs de la nation camerounaise sont très peu représentés dans notre paysage public. Il n'y a pas beaucoup de fresques à leur nom, il n'y a pas beaucoup d'écoles en leur nom, Oui, il n'y a pas beaucoup effectivement. de routes, d'avenues qui portent leur nom. Et donc, ça n'aide pas à édifier, à éduquer les plus jeunes sur ce qu'a été leur parcours. Totalement. Et donc, ça, c'est le travail que nous devons accomplir. Mais pour moi, qu'il ait compris, je me contente simplement de faire mon bout de chemin et d'encourager le maximum de jeunes à nous rejoindre dans cette démarche-là. Okay. Donc, je ne sais pas si la jeunesse camerounaise est prête, je ne sais pas si elle est consciente. Je sais qu'il y a des personnes qui mènent ce combat-là, il faut encourager ce qu'il faut. Ok, très bien, très bien, très bien. Je vais revenir rapidement sur votre parcours. Donc, on sait que vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur au Canada. On se dit très bien qu'en étant en fin d'études au Canada, certains jeunes y pensent à y rester et surtout à se construire une vie confortable au Canada, sachant qu'il y a beaucoup d'avantages salariales et aussi socioculturels et économiques. Mais pourquoi avoir décidé de retourner au Cameroun? Je reviens à ce que je vous ai dit lors de votre première question, c'est peut-être ce qui va être la trame de tout notre échange. De tout notre échange, effectivement. Moi, je crois en l'esprit. Et je crois que chaque être humain vient sur Terre avec une mission. Totalement. Et pour moi, j'ai toujours eu la conviction que mon chemin de vie s'alignait avec la mission de construire le Cameroun. Donc, il ne m'est jamais venu à l'esprit à un moment donné de rester au Cameroun. Je suis également l'aîné d'une famille. J'ai eu le privilège de faire des études dans le même secteur d'activité que mon père. Très bien. Donc, il apparaissait urgent à un moment donné de revenir pour être un bras droit pour lui, pour être, j'allais dire, un socle sur lequel il s'appuie dans ses dernières années de carrière professionnelle. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai terminé mes études, je pense, au mois de mai 2011. Et en juillet, j'étais dans l'avion pour revenir au Cameroun. Directement. Donc, il n'y a jamais eu de doute pour moi. Je crois au Cameroun, je crois que ma vie s'inscrit dans la dynamique de transformation de la gouvernance de notre pays. Les rencontres que j'ai eues au Canada m'ont renforcé dans cette idée-là, ont encore plus forgé mon esprit patriotique. J'ai commencé mon engagement social et politique au Canada, mais c'était toujours au service du Cameroun. Donc, quand vous vivez et que vous n'accomplissez pas votre mission, vous êtes un être, je ne vais pas dire dénaturé, mais profondément malheureux de mon point de vue. J'aurais pu rester au Canada, j'aurais pu avoir une très belle carrière d'ingénieur, j'aurais sans doute gagné beaucoup mieux que ce que je gagne au Cameroun. Mais est-ce que j'aurais été épanoui? Je ne sais pas. Et donc au Cameroun, c'est dur, c'est pas évident, mais je suis épanoui et je suis convaincu que j'accomplis la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur Terre. Effectivement. Et cet épanouissement-là, c'est aussi le moteur au quotidien de tout ce qu'on... Oui, à quoi ça sert d'avoir, je reprendrai peut-être une phrase biblique, tous les trésors du monde si on a perdu son âme. Et donc, je pense que préserver son âme, c'est d'être sur son propre chemin. Et il n'y a pas deux êtres humains qui ont le même chemin. Même des jumeaux nés à 1 minute d'intervalle, voilà, n'ont pas le même chemin. Et donc, mon chemin, moi, c'est le Cameroun. Je ne voudrais pas juger les autres. Il y en a qui sont partis, qui ont peut-être d'autres engagements, d'autres valeurs, d'autres choses à accomplir ailleurs. Mais pour moi, c'est de participer à la construction de cette belle nation qu'est le Cameroun. Ah, très bien, très bien. En plus, ça me rappelle que mon thème de fin d'études était justement d'étudier pourquoi est-ce que la jeunesse camerounaise, quand elle quitte le Cameroun, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas. Donc, il y avait justement tout cet aspect économique, culturel, social, qui faisait en sorte que beaucoup de jeunes ne revenaient pas. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie de construire le Cameroun, parce que beaucoup portent ce flambeau-là, portent le Cameroun à cœur, mais parce qu'au fond, on se dit, bon, comment est-ce que je vais survivre, surtout pour ceux qui viennent des familles modestes. Les familles comptent sur nous. Comment est-ce qu'on fait pour revenir, surtout qu'on n'a pas le même... Je comprends ceux qui décident de ne pas revenir. Une fois de plus, je vous ai dit que moi, je ne voudrais pas me positionner en juge. Oui, totalement. Je vais parler du Canada que je connais un tout petit peu. Vous arrivez dans un pays où, quand vous terminez les études, vous avez la capacité d'octroyer près de 100 000 $ de prêts. Totalement. Qui vous permettent dans l'immédiat d'obtenir un logement et un véhicule. Vous n'avez pas cette facilité-là au Cameroun. Sur les emprunts, vous avez des taux d'intérêt à 1 ou 2 %, quand ici on frôle les 9-10 %.
Donc, je veux dire que l'environnement, je ne parle même pas de l'environnement social. Le Canada est un pays où on taxe beaucoup, mais où tout est pris en charge, notamment sur le plan de la santé et de l'éducation. Donc, quand vous évoluez dans un environnement comme ça et que vous pensez au devenir de votre famille, vous comparez avec votre pays d'origine, il devient très facile de faire le choix de rester. Moi, je me considère comme un devancier, comme quelqu'un qui, à un moment donné, doit poser un acte, tenir une position qui ouvre la porte pour les autres. Donc, j'espère que le travail que je vais accomplir avec d'autres jeunes, qui soit ne sont jamais partis du Cameroun, soit sont partis, ont décidé de revenir, qu'on va mettre en place une infrastructure qui va encourager les Camerounais de l'étranger à revenir, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur intelligence, on a besoin de leur réseau de contacts, on a besoin de leur accompagnement financier. On a besoin qu'ils soient avec nous dans ce combat-là pour construire un pays qui a tout en termes de potentiel pour être l'un des leaders sur le continent. Donc j'espère que dans les prochaines années, je pourrai me satisfaire d'avoir permis d'améliorer la gouvernance de notre pays, l'espace public, vous avez dit les facilités socio-économiques, pour que de plus en plus de Camerounais reviennent investir chez eux. Oui, chez eux, chez nous finalement. Totalement. Ok, on va revenir sur l'un des piliers des Audacieux. Les Audacieux aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une association de jeunes. Et donc, avec les éditions qui ont été, l'édition aux Ébriers qui ont été organisées à Paris, nous sommes venus au Cameroun et l'un de nos piliers forts, c'est la découverte de soi-même. Donc, c'est un mantra qu'on porte, hein. Je me découvre, je me développe et je me déploie. Et la première partie, effectivement, c'est la découverte de soi. Et surtout, en tant que personne qui est exposée à l'opinion publique, en tant que personne qui se présente justement devant la face de tous les Camerounais, quelle est la place qu'occupe la découverte de soi et surtout apprivoiser son être humain, son faire humain, son avoir humain? Comment est-ce que vous avez entamé ce chemin-là et surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement lors de votre parcours? Place centrale et place fondamentale. Nous avons des outils qu'on a développés, reçus, capitalisés à l'école et qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Effectivement. Vous avez parlé de projets, vous parlez d'entrepreneuriat, mais le premier projet qu'un homme a, c'est lui-même. Effectivement, c'est le premier projet. Et donc, ces outils-là, on parle par exemple de l'analyse SWOT qui nous permet, quand on veut mettre en place une entreprise, de mieux capter son environnement en identifiant les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Il faut pouvoir le faire pour soi. C'est la première des choses. Parce que nous pouvons tous être des entrepreneurs, mais nous ne sommes pas des entrepreneurs de la même chose. Alors, comment est-ce qu'on décide d'être un entrepreneur dans le métier du service? Comment est-ce qu'on décide d'être un entrepreneur culturel? Comment est-ce qu'on décide d'être un entrepreneur dans l'industrie? Ça aussi, ça dépend de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut savoir s'asseoir, se regarder. J'ai parlé du miroir qui nous renvoie à notre enfance. Totalement. Et pouvoir identifier, c'est quoi mes forces? Qu'est-ce que je réussirai à faire le plus facilement en dépensant le moins d'énergie et de temps possible? C'est quoi mes faiblesses? Qu'est-ce qui me demande le plus de recul, qui me demande d'aller puiser dans mes ressources intérieures? C'est quoi les opportunités que j'ai par rapport à l'environnement où je suis né, l'environnement où j'évolue? Et c'est quoi les menaces qui m'empêchent d'y arriver? C'est la première des choses. Et quand on l'a fait, on sait un tout petit peu ce pourquoi on est né. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été en doute. Quand je me suis porté candidat à l'élection présidentielle, ça a peut-être été la surprise pour les Camerounais. Mais pour ceux qui ont évolué avec moi, ce n'était pas une surprise. Parce qu'en classe de 6e, quand mon père m'a demandé pour la première fois le métier que je voulais faire, je lui ai dit homme politique. J'avais 10 ans. Donc moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Oui, c'est un cri de l'âme, exactement. Et quand j'ai décidé même de faire de l'ingénierie à côté, c'était encore un cri de l'âme. Et toute ma vie, j'ai été en cabinet. Aujourd'hui, je dirige une entreprise. Ça a été la gestion des hommes. C'est ça qui me passionne. C'est gérer des hommes, gérer des ressources, obtenir des résultats. Et donc, ça se déploie dans la politique, ça se déploie dans la gestion de l'entreprise. Et donc, j'ai su d'abord me connaître et savoir ce à quoi j'étais appelé. Et malheureusement, quand on ne le sait pas, on devient un peu une feuille qui se meut au gré du vent et on se laisse emporter par les décisions et les influences des autres. C'est ça. Donc, se connaître, c'est le pilier, c'est la fondation de tout. C'est ça. Et beaucoup de Camerounais tombent aussi dans l'aspect du mimétisme parce qu'on regarde quel est le business qui marche, quelle est l'activité qui est la plus fructueuse au Cameroun ou en Afrique en général, sans justement aller creuser à l'intérieur et on se rend compte qu'on a passé toute sa vie à côté de ce qu'on voulait vraiment faire à la quête de l'argent. Aussi le contexte au Camerounais aussi, on peut le dire, ne nous permet pas vraiment aussi d'aller vraiment à cette quête-là de recherche de soi-même, surtout en tant que jeune. D'autant plus que ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour votre voisin. C'est vrai, si on se rend compte que tout le monde vend les tomates, on va commencer à vendre les tomates parce que ça nous rend milliardaires. Aujourd'hui, c'est la création du contenu qui est à la mode, tout le monde devient créateur de contenu. Mais il n'y a pas un métier qui est facile. Moi, c'est ce que je dis souvent. Quand je suis entré à l'université, les gens qui m'ont accueilli à l'université m'ont dit aucune filière qui est facile. Aucune. Ce qui vous différencie des autres, c'est votre capacité à être endurant, à être résilient.
mais vous l'êtes parce que vous aimez ce que vous faites. Moi, quand j'étais en faculté de génie des procédés chimiques, j'aimais ce que je faisais. Totalement. Et donc, je pouvais arriver à l'université à 8 heures, en être reparti à 22 heures, sans avoir vu le temps passer. Et c'est exactement la même chose dans mon engagement politique aujourd'hui. Parler du Cameroun, projeter le Cameroun, mettre en place des stratégies pour développer le Cameroun, ça parle à mon âme. Donc, je peux commencer à le faire à 6 heures du matin et vous me retrouvez le lendemain matin à 6 heures au même endroit parce que j'ai l'impression que ça parle à mon âme et à mon cœur. Et donc, dans la démarche de chef de projet, dans la démarche d'entrepreneur, il faut d'abord se retrouver soi-même. Si vous vous êtes retrouvé, il ne faut aucun doute que malgré les écueils, malgré les difficultés, malgré l'environnement qui n'est pas favorable, chaque jour, vous allez vous donner le courage de recommencer. Parce que c'est ça la vie, hein. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui recommencent sans cesse. Totalement, totalement. Et en termes de connaissance de vous-même, est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous avez utilisés, bon, à part l'observation et surtout le retour parental, est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous avez Non, vous avez cité les deux fondamentaux. L'observation de soi d'abord. Oui. C'est fondamental. Et ensuite, l'écoute de ceux qui vous entourent, pas que les parents. Moi, par exemple, je le dis souvent, il y a quelque chose que moi j'assimile à l'exigence. Et mon petit frère, celui qui me suit immédiatement, m'a souvent rappelé que pour lui, c'était un manque de tolérance. Donc, quelque chose que vous pouvez voir comme une qualité. Savoir écouter les gens autour de vous vous permet de comprendre comment est-ce que ça se reflète sur vos proches. Et peut-être que vous ne renvoyez pas l'énergie que vous voulez envoyer en réalité. Donc, il faut s'écouter, il faut être dans la disposition de l'apprenant. Dans la campagne présidentielle, je l'ai souvent répété, je le dis encore aujourd'hui, je ne suis que le produit marketing d'une organisation. Je suis à la tête d'un parti parce qu'il y a des militants. C'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas prendre une décision sans écouter vos militants. Vous ne pouvez pas adopter une stratégie sans écouter les membres de votre bureau. Donc, en fait, c'est une remise en question permanente, se connaître. Parce que l'homme que j'étais à 20 ans, je ne le suis pas à 38 ans. Je ne le suis certainement pas aujourd'hui l'homme que je serai à 50 ans. Donc, en fait, il faut sans cesse s'écouter et écouter les autres, se remettre en question. Et essayer de s'améliorer. En fait, c'est un défi de perfectionnement de son quotidien. Effectivement, ça renvoie que c'est un travail, c'est aussi un travail de toute une vie finalement. De toute une vie. Parce qu'on apprend vraiment... On arrête d'apprendre le jour où on meurt, on arrête de se perfectionner le jour où on rend l'âme. Donc, tant que vous êtes vivant, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. Et des fois, c'est un enfant de 2 ans qui peut vous enseigner des choses. C'est les mouvements du vent, c'est le cri d'un animal qui peut vous enseigner des choses. Donc, il faut être sans cesse humble face à ce que certains appellent Dieu ou l'univers, qui en sait beaucoup plus que vous, pour lequel vous n'êtes qu'un grain de sable. Donc, reconnaître aussi sa petitesse, c'est peut-être l'un des éléments qui vous permet de grandir. Donc, je vous dirais, en plus de l'observation, en plus des critiques ou des observations qui viennent des autres, il y a l'humilité. Je pense que c'est fondamental. Se rappeler, même quand on vient d'obtenir une victoire, que c'est une toute petite victoire par rapport à ce que d'autres ont obtenu. Et qu'après cette victoire, après l'avoir célébrée, il faut se remettre en question pour aller chercher un palier encore plus élevé. Très bien, totalement, je vous rejoins. Et on sait tout ce que, ça me permet de bifurquer directement, c'est tout ce que la santé mentale en Afrique est très tabou. Et en tant que personne exposée, on est sûr que le mental en prend des coups. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, par exemple, est-ce que vous avez un coach en préparation mentale, on appelle comme ça pour nous qui évoluons en France. Est-ce que vous avez un coach en préparation mentale, un coach en développement personnel, un psychologue, effectivement. Comment est-ce que vous vous y prenez pour votre santé mentale? Non, je n'ai pas de coach en termes de professionnel. J'en ai quelques-uns. Mes parents sont des coachs. Mon épouse est une coach. Donc, j'ai mes frères et sœurs aussi. Vous savez, la famille, c'est tout ce qui vous reste parce que c'est ceux qui seront toujours là, peu importe ce qui vous arrive. Bien sûr. Et donc, dans les moments de difficulté, je ne suis pas quelqu'un qui me renferme sur soi. Je sais aller vers mes proches pour dire je suis face à tel obstacle. J'ai du mal à le surmonter. Mentalement, je n'y arrive plus. J'ai l'impression de tourner en rond. Je ne trouve plus d'énergie pour me lever le matin, affronter tel combat. Donc, je parle et des fois, j'écoute les conseils. Je dévoile un peu quelque chose ici. Pendant la période de campagne, par exemple, l'une des choses que nous avions adoptées avec mon équipe, c'est que je ne lisais pas les commentaires. Parce qu'il fallait que je reste concentré sur ce que j'avais à faire. Très bien. Donc, il y a des plateformes pour lesquelles j'ai les accès, il y a des plateformes pour lesquelles mes équipes ont les accès. Une fois que j'avais fait le post, je regardais plus ce qu'on disait après. Donc ça participait de ma propre protection pour rester concentré sur ce que j'avais à faire. Donc, comme tout le monde, j'ai des écueils, j'ai des projets qui ne se développent pas à la vitesse à laquelle je souhaite. J'ai des projets familiaux qui n'aboutissent pas comme je le souhaite. Il m'est arrivé en tant que chef d'entreprise d'avoir des échecs, un financement qui n'a pas abouti, ou même une opération que j'ai mal gérée. Il arrive des fois que face à des ressources humaines, ses collaborateurs ne prennent pas toujours la bonne décision. Donc, je vous l'ai dit, il faut savoir se remettre en question. Donc, moi, je n'ai pas regardé la chose sur le prisme de se faire accompagner pour la simple raison que
la politique, c'est le degré le plus élevé du service public, mais c'est également le degré le plus élevé d'exposition. Totalement. Et donc, dans ce milieu, vous devez faire très attention à qui vous faites confiance, y compris dans les proches les plus intimes. Et donc, d'avoir un coach, c'est de se dévoiler, c'est donner des informations en sachant qu'il y a, j'allais dire, une forte probabilité que ces informations-là se retrouvent sur la place publique. Donc, pour le moment, je fais confiance à ceux qui ont toujours été là, ceux qui m'ont aidé à construire ma démarche. Je pense qu'ils jouent assez bien le rôle de coach jusque-là. Pas besoin de... mais je n'hésiterai pas. Vous avez dit la santé mentale est sous-estimée, niée en Afrique. Moi, je vis et j'évolue avec beaucoup de proches, de jeunes frères notamment, qui sont brisés par des épreuves qu'ils n'ont pas su surmonter. Donc, s'il m'arrive à un moment donné de sentir que je suis en train de lâcher, je n'hésiterai pas à consulter un psychologue. Effectivement. Donc, c'est aussi un appel à la jeunesse de ne pas hésiter, parce qu'on dit souvent que quand on se confie aux personnes qui nous connaissent, ils n'ont pas ce regard neutre qu'un professionnel en face aurait à nous conseiller et surtout à nous apporter un élément de solution, surtout applicable à notre situation, parce que quelqu'un qui est proche à toi, c'est une personne qui t'aime et qui ne veut pas te blesser. Donc, il sera dans une position de je te conforte dans ta situation et pas forcément je te confronte à ce qui est effectivement en face. Oui, mais je comprends. Vous avez fait une très belle comparaison entre un environnement occidental et le nôtre. Oui, si je décide d'aller chez un psy en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Oui. Et qui très certainement ne me connaît pas. Et qui n'en sait probablement pas grand-chose sur ma famille et mon parcours. En dehors de la discussion qu'on aura, lui et moi, dans un environnement privé, sous le sceau du secret professionnel. Oui. Au Cameroun, pour moi, pour quelqu'un d'autre, nous sommes dans un environnement qui est très réduit. Les familles se connaissent, se brassent. Donc, il y a d'abord le fait de devoir affronter, si vous allez voir un psychologue, vous allez dans un environnement, vous allez rencontrer des gens en salle d'attente, vous allez rencontrer des infirmiers, vous allez rencontrer... Donc, vous rencontrez ces personnes-là qui vont savoir que vous êtes allé voir un psychologue. Et donc, la gêne ou le gêne, c'est souvent de se dire, on m'a vu, on va en parler. Moi, si je vais dans un hôpital, il y a de fortes chances que tout le Cameroun sache que je suis allé dans un hôpital. Donc, face à cela, comment est-ce qu'on gère le secret dans un environnement où très souvent le commérage, malheureusement, est l'une de nos mauvaises habitudes. Mais je dois rappeler aux gens qu'il ne faut pas se laisser mourir en silence. Quand on va mal, quand on n'a plus en soi les leviers pour y parvenir, il faut se laisser consulter. Parce que les professionnels, effectivement, ont des outils qui peuvent nous permettre de remonter la pente le plus rapidement possible. Nous sommes dans un environnement qui est anxiogène. Il est difficile à vivre au quotidien. Nous avons des habitudes, même dans nos familles, qui sont souvent psychologiquement, j'allais dire, je ne vais pas dire du harcèlement, mais un peu de la brutalisation. Et face à tout cela, ce n'est pas mauvais d'aller consulter quelqu'un qui peut nous donner des outils pour mieux nous sentir dans notre peau et affronter les obstacles du quotidien. Totalement. Ok, très bien. Je reviens sur le système éducatif, on en a parlé brièvement. Pour toutes les personnes qui font justement, qui ont fait des études au Cameroun, en observant globalement, et c'est même vraiment de là qu'est né le mantra des audacieux, la découverte de soi, développement des compétences, ensuite déploiement des projets, on se rend compte que notre système éducatif est malheureusement très défaillant. Ça veut dire que dans le sens où qu'est-ce qu'il apporte concrètement à la jeunesse pour qu'elle puisse affronter les vraies réalités de notre pays, le système éducatif n'a pas vraiment les armes pour justement faire face à ce qui est dans notre réalité. On aimerait avoir votre avis là-dessus, sur le système éducatif et surtout quelles sont selon vous les pistes de solutions, parce qu'effectivement on a parlé de la connaissance de soi, développement des compétences, mais quelles sont les pistes de solutions pour les jeunes qui font vraiment partie du système éducatif qui est très intégré, comment y faire face, quoi. Bon, il y a deux choses. Ceux qui sont dans le système éducatif, ils doivent aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé à faire. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils développent des compétences, qu'elles soient totalement utiles ou partiellement, parce qu'une connaissance est toujours utile. Il faut qu'ils développent des compétences rapidement pour pouvoir se valoriser, améliorer leurs skills et avoir une valeur que le marché de l'emploi va aller acheter. Ça, c'est un indispensable. Mais pour revenir au système éducatif, le problème souvent, quand on pose les problèmes, excusez-moi la répétition, c'est qu'on les pose sur le fait de la conséquence et qu'on regarde rarement la cause. Vous avez raison, le système éducatif camerounais n'est pas adapté, mais c'est quoi le système éducatif camerounais? Il vient d'où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous sommes un pays qui est le résultat de ce que les autres ont pensé. Totalement. Et pourquoi est-ce que les autres nous ont pensé comme ça? Parce qu'à un moment donné, l'Europe en particulier, commence à faire sa révolution industrielle. Elle se retrouve face à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle produit des biens
en masse qu'elle n'est pas capable d'écouler. Donc, il faut qu'elle trouve de nouveaux marchés qui vont acheter ces biens-là. Totalement. Et le deuxième problème, c'est qu'elle a besoin de matières premières. Parce qu'à un moment donné, elle n'a plus les réserves pour alimenter son industrie. Donc, qu'est-ce que l'Europe fait? L'Europe se pense. Nous, on ne sait pas penser. L'Europe se pense en se disant, je dois conquérir de nouveaux marchés et je dois conquérir de nouvelles terres pour avoir des matières premières. Voilà pourquoi l'Europe va à la conquête du monde, ce qu'on appelle la colonisation. C'est la conséquence d'un schéma de pensée et d'un schéma de projection de ces pays. Et donc, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas besoin qu'on soit formé pour être indépendant. Ils ont besoin de former des administrateurs qui soient le relais de leur administration à eux. Ils ont besoin de former des administrateurs qui vont mater ceux qui vont travailler dans les champs pour produire de la matière première et dans les constructions des chemins de fer pour prendre cette matière première-là des zones de production et la ramener vers les zones d'exportation. Voilà comment l'Europe a pensé son développement et voilà comment est-ce qu'on a un système éducatif qui nous a été imposé. Donc, le système éducatif, à l'origine, est fait pour former les enseignants, les gens qui font sciences politiques et juridiques, donc qui vont être des clercs, des administrateurs de la justice et de l'administration publique, donc les fonctionnaires. Donc, c'est ce schéma de pensée-là. Donc, avant d'aller sur une conclusion sur le système éducatif, c'est quelle est l'Afrique que nous décidons de construire demain. Et quand on a défini cette Afrique-là, ensuite on se demande, ok, voilà l'Afrique qu'on veut construire, voilà la place du Cameroun dans cette Afrique-là, et voilà le type d'homme dont on a besoin pour construire ce Cameroun. Quand on est donc arrivé à la conclusion du type d'homme dont on a besoin, quelles sont les compétences dont ces hommes ont besoin? Et là, vous designez donc le système éducatif pour ces compétences. C'est aussi simple que ça. Et nous, moi, mon vœu, c'est de construire un Cameroun de puissance, parce que j'estime que le Cameroun a dans son ADN, si je peux parler de l'ADN d'un pays, un germe de leadership dans la construction panafricaine. Nous sommes l'un des pays qui doit être l'une des locomotives de la construction de l'émergence du continent africain. Et donc, pour cela, nous devons former des leaders. Et donc, nous devons former des leaders qui, à la fois, mettent en place une gouvernance transparente et efficace, donc une gestion saine de l'argent public, mais également construisent une économie de la production. C'est-à-dire une économie qui est capable, dans notre pays, de transformer nos matières premières, de les valoriser sur place, de créer de l'emploi et d'augmenter les recettes que l'État va capter. Donc, quand on a défini ça et on s'est mis d'accord pour ça, on change complètement le système éducatif. L'une des conséquences, c'est d'avoir un système qui, à 70%, forme des gens qui vont vers des filières scientifiques et technologiques, parce que c'est les sciences et les technologies qui portent le développement. L'une des conséquences, c'est d'avoir un système qui enseigne, vous parlez pas de l'estime de soi, donc qui enseigne la véritable histoire des peuples qui composent la nation camerounaise, pas seulement l'histoire des autres. Et donc, ils construisent des citoyens camerounais qui sont fiers de ce qu'ils représentent. Donc, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'on veut être. Le système éducatif n'est qu'un outil pour nous amener à atteindre notre objectif. Donc, on commence d'abord par la définition d'où est-ce qu'on veut aller et ensuite on recrée le chemin. Exactement comme pour l'être humain. Oui, vous avez parlé des outils pour revenir un peu sur les outils. Les premiers qu'on nous apprend dans les premières années de leadership, pour ceux qui ont fait des certificats de formation, c'est on vous dit ce que vous voulez devenir dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Et ensuite, à partir des outils que vous avez, construisez votre démarche d'atteinte de ces objectifs-là. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour que dans 2 ans, j'ai ouvert mon entreprise? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour que de 2 ans à 5 ans, elle passe de 1 million par mois de chiffre d'affaires à 10 millions de chiffre d'affaires, ainsi de suite. C'est la même chose pour un pays. Et en fait, c'est ce qu'on demande aux acteurs politiques. C'est de projeter le pays dans le temps. Le Cameroun ne s'est jamais projeté par lui-même. Nous sommes le résultat de la projection des autres. Nous avons été un protectorat allemand qui est devenu ensuite un territoire sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Nous avons une autre indépendance, entre guillemets, en 60-61. Et ensuite, ça a toujours été le résultat de ce que les autres pensent. On était un État fédéral parce que les autres ont choisi qu'on serait un État fédéral. On est passé à l'État unitaire parce qu'on nous a soufflé qu'il fallait gérer nos richesses différemment. Est-ce qu'à un moment donné, les Camerounais se sont assis pour dire dans 50 ans, voici ce que le Cameroun doit être, voilà les hommes qui doivent construire ce Cameroun, voici les compétences dont ces hommes-là auront besoin et voici donc le système éducatif qui va leur offrir ces compétences-là. Voilà le chemin que nous devons adopter pour repenser le système éducatif camerounais. Sinon, on va continuer de produire des licenciés en sciences juridiques et politiques. 2000 étudiants en Guayaquil dans une seule classe. Qui ne peuvent pas, dans la réalité, après avoir obtenu leur licence, avoir un emploi. L'autre chose que nous proposons dans la réforme de notre système éducatif, c'est d'avoir un système qui a 18 ans. Parce que toutes nos familles n'ont pas les moyens. À 18 ans, donne des compétences à un enfant pour travailler et pour nourrir, fonder et nourrir sa famille. Totalement. Aujourd'hui, quand vous avez un bac A, ça vous sert à quoi exactement? À rien. Quand vous avez un bac D, ça vous sert à quoi exactement? Donc même dans la nomenclature et le contenu de l'enseignement secondaire, il y a une réforme à adopter pour qu'un enfant de 18 ans qui a eu le bac, je ne sais pas si on l'appellera toujours bac, on le donnera toute une appellation, mais en tout cas, qui a ce diplôme de fin d'études secondaires, ait tous les outils pour avoir un emploi dans la localité où il a obtenu son diplôme.
Donc pour ça, il faut repenser complètement ce qu'on appelle le système éducatif. Totalement, totalement. Parce que dit comme ça, c'est très vaste pour un étudiant ou pour un jeune bachelier qui va probablement faire son bac la semaine prochaine, les semaines à venir. Quelle est la plus petite action qu'il peut justement mettre pour que après son bac ou après son diplôme, ce soit vraiment actionnable pour lui de trouver un travail ou effectivement nourrir sa famille, c'est déjà prendre soin de lui-même, ensuite sa famille par la suite. Parce que comme ça, effectivement, c'est à redéfinir et ça, c'est vraiment au niveau de l'État, au niveau de la gouvernance. Maintenant, nous, en tant qu'étudiants, en tant que... moi, je suis par exemple bachelière, quelle est la plus petite action que vous pensez que je peux mettre en place pour justement rendre ça actionnable dans ma propre vie? On ne peut pas faire de magie. Hein. La vie n'est pas faite de magie, la vie est faite de process. Même quand Dieu a créé le monde, quand on lit les livres de la jeunesse, pas étape. il y a eu une méthode. Il y a eu une méthode. Il n'y a pas eu subitement un miracle. Il a créé l'homme à la fin quand il s'est assuré qu'il y avait le nécessaire qui était existant avant. Bien sûr. Le bac aujourd'hui n'est pas un outil, sauf si c'est un bac technique, oui. qui permet à un Camerounais sorti de l'enseignement secondaire général d'avoir un emploi. Quel que soit le miracle qu'il fait. Maintenant, comment est-ce qu'il se démarque? C'est en ayant choisi son chemin de vie. Je reviens là-dessus. Même les filières qu'on choisit, on les choisit sur la base de quels critères? Moi, quand je suis entré en classe de 4e, j'étais le premier dans ma famille. Je pense vraiment le tout premier. Tous mes grands cousins compris, parce que les deux côtés, mon père et ma mère, sont parmi les derniers enfants de mes grands-parents. Oui. Donc, on est vraiment parmi les derniers petits-fils. Oui. J'étais le premier à faire la série espagnole. Dans toute ma famille, tout le monde avait fait allemand. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les autres avaient fait allemand, mais je dis que c'était une norme. Donc, quand moi j'ai dit que je voulais faire espagnol, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire en série. Mais j'ai fait espagnol parce qu'à l'époque, j'avais compris que c'était la 3e langue la plus parlée au monde. Et que dans le développement que je voulais, ça allait être quelque chose d'indispensable. Totalement. Ensuite, quand il m'a fallu choisir la série D, c'est parce que j'avais une idée précise du type d'ingénierie que je voulais faire. Et quand j'ai terminé, avant finalement que mon père n'ait la capacité à mobiliser les moyens pour m'envoyer au Canada, j'ai commencé à l'université de Bouillard en faculté de chimie. Je veux dire que pour moi, en tout cas, ma vie n'a jamais été un accident. Ça a été une construction. Tout a été pensé. Et donc, si je m'étais arrêté au bac D, qu'est-ce qui se serait passé pour moi? C'est que la première des choses, c'est que j'aurais cherché à avoir un stage dans une industrie chimique. Parce que ça aurait participé de ce que j'ai toujours voulu faire. Donc le problème n'est pas tant qu'est-ce que le bachelier fait une fois qu'il en est sorti, c'est quelle est la vision qu'il a de lui-même, de la construction de sa vie. Totalement. Si cette vision est claire, il trouve les outils. Si c'est la famille qui lui a dit fais C, fais G2, fais F3, à ce moment-là, il va avoir des problèmes parce que quand il va se retrouver à l'âge adulte, il ne saura pas très bien quels sont les choix qu'il faut faire. Et ça, c'est l'autre chose fondamentale qu'il faut apprendre aux gens. Il faut laisser les gens faire leurs choix et les assumer. Totalement. C'est fondamental. En tant que parents, nous sommes là pour être des guides, pas des dictateurs du chemin de vie de nos enfants. Il faut les écouter, il faut les guider. Vouloir à tout prix faire d'un enfant qui a un don dans l'art, un médecin, il sera peut-être médecin, mais il ne sera pas le meilleur des médecins. Et vous-même, en tant que parent, je ne suis pas sûr que vous serez très à l'aise de vous faire soigner par lui. Donc, à partir du moment où on écoute nos enfants et qu'ils font les bons choix de filière, même s'ils ont un bac de l'enseignement secondaire général, ils peuvent trouver le moyen de retomber sur leur vie. Mais généralement, ici, la vérité, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas des parents conscients, justement. Il y a très peu de parents qui sont conscients de ces faits-là. Tout ça, c'est la conséquence de l'environnement. C'est ça que je vous dis encore. Si, en tant qu'acteur politique, moi, je me définis comme un acteur politique, je suis capable d'expliquer de manière simple aux Camerounais, voici le Cameroun que je veux construire. Tout le monde aura sa place dans ce Cameroun-là. Et voici le type d'hommes qui vont nous aider à construire ce Cameroun. Un parent commence à voir que tous les métiers participent à la construction de ce Cameroun. Donc, quand son enfant vient lui dire que je vais être un sculpteur, il ne voit plus la sculpture comme un sous-métier parce qu'il a compris que dans le projet de société que porte le président de la République, il va falloir refaire le paysage public. Totalement. Nous aurons besoin de construire des stèles. Et pour construire tout cela, ce sera avec les sculpteurs camerounais. Totalement. Donc, ce n'est plus un sous-métier. Le problème aujourd'hui, c'est que les parents veulent que les enfants réussissent. Et donc, pour réussir, il faut être ingénieur, il faut être astronome, il faut être architecte, il faut être avocat, il faut être banquier. Quand vous sortez de ce chemin-là, le parent a juste l'impression que l'enfant n'a plus les outils pour construire sa vie. Et donc, le parent se met dans un état de peur aussi. De panique. Et il construit l'enfant. On ne met pas au monde un enfant pour s'occuper de lui jusqu'à ses 40 ans. On se trouve que dès 20 ans, ils sont indépendants. Totalement. Mais pour qu'il soit indépendant en 20 ans, il faut qu'il ait le levier pour être indépendant. Totalement. Donc, une fois de plus, comme je dis, je comprends la peur des parents, je comprends les enfants qui vont à l'étranger, qui ne rentrent plus. Le problème demeure le même. On n'a pas construit une vision de notre pays, on n'a pas construit une vision des hommes, et donc on se retrouve un peu à tâtons. Totalement, totalement. En tout cas, les parents, j'espère que vous comprenez quel sera le chemin dorénavant à suivre.
Et je reviens à vos 23 ans parce que vous avez publié un livre concernant le Cameroun. Et je voulais comprendre quelle était l'intention derrière la publication de ce livre-là. Est-ce que, effectivement, votre vie n'a pas été un hasard? C'est sûr que vous ambitionnez déjà de déposer votre candidature en tant que président du Cameroun. Mais quelle était la réelle intention derrière de publier un livre à 23 ans et ensuite de vous présenter en tant que président à 37 ans? Les livres gravent quelque chose dans le temps. Oui. Le livre permet à une idée de devenir éternelle. Totalement. De braver les épreuves du temps. Et donc, moi, dans l'environnement dans lequel j'avais étudié au Canada, le peu d'hommes politiques que j'admirais à l'époque, j'avais compris que c'était des hommes qui avaient eu le courage à un moment donné d'inscrire leur vision, de clairement la marquer dans le temps, pour que ça devienne à la fois une boussole, plus tard, pour regarder est-ce que je me suis trompé, comment est-ce que j'améliore les choses, mais aussi c'est un moyen de se mettre de la pression sur soi-même, de se rappeler que j'avais dit que je voulais faire et je l'ai dit publiquement, donc j'ai intérêt à le faire. Donc en 2010, effectivement, j'ai 23 ans, c'est un accident un peu qui m'amène à écrire ce livre. Je suis dans un projet collectif avec d'autres, nous rédigeons un ouvrage qui va s'intituler « Nous faisons le rêve que l'Afrique de 2060 sera ». Parce qu'en 2010, on a 14 pays d'Afrique qui célèbrent le cinquantenaire de leur indépendance. Et nous disons 50 ans après les indépendances, nous prenons donc le risque en tant que jeunes de projeter l'Afrique pour les 50 prochaines années. Et donc dans ce travail, finalement, je vais avoir l'idée, je vais dire quoi, la production intellectuelle va être volumineuse. Je me détache donc de ce projet pour me concentrer sur un projet plus personnel, qui va être mes rêves de jeune de Cameroun pour les 50 prochaines années. Et qui va donc expliquer un peu sur le plan de la mémoire collective, de l'économie, de la gouvernance, de la place de la jeunesse dans le jeu politique, dans tous ces enjeux-là, qui va expliquer comment est-ce que je projette le Cameroun et comment est-ce que je projette l'influence des 15-35 ans, c'est à eux que je m'adresse à ce moment-là, dans la construction de ce Cameroun-là. Donc c'est ça l'idée. Et c'est un livre qui est devenu une boussole, parce qu'aujourd'hui, il a été l'une des références qui a permis de construire à la fois le projet de société du MP3, le programme que j'ai défendu à l'élection présidentielle, et je suis en train d'écrire un second ouvrage qui s'intitule « Cameroun, accomplissons la promesse de nos pères », qui va paraître en fin d'année 2027, début d'année 2028, qui va encore puiser, qui va encore utiliser ce premier ouvrage-là comme fondation. Donc, c'est la fondation de mon engagement. C'est une suite logique, un peu chronologique. Il faut une démarche logique. Oui, si, totalement. Ok, je pense que beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir, ok, les élections présidentielles sont passées, que devient un candidat qui n'a justement pas eu la place de la présidence? Qu'est-ce qu'il fait après? Est-ce qu'il abandonne? On a bien compris que vous continuez à porter le flambeau du pays, mais qu'est-ce que vous faites après, justement, parce qu'on se projette dans ces villes-là, on s'est dit qu'on va prendre une place, justement, vous avez parlé de la croyance et justement de l'esprit derrière, donc je pense que c'était déjà une projection pour vous, mais comment est-ce que vous vivez après ça? Deux, trois choses. Je vous ai dit que pour moi, l'engagement politique, c'est mon chemin de vie. Totalement. Il s'arrêtera le jour où je rendrai l'âme. Donc, il s'arrêtait pas en 2025 parce que je n'aurais pas été élu président, très loin de là. Ça aurait été bien si j'avais réussi à faire le coup de maître au premier coup d'essai. Bien sûr. Ça n'a pas été le cas. Voilà, je n'en suis pas plus découragé. Et on revient? Le président Mitterrand a été élu, je crois, à sa 4e tentative. Oui, bien sûr. Les gens oublient que Mitterrand était déjà opposant du général de Gaulle en 60. Il a été élu en 81. Plus de 20 ans dans l'opposition. Comme quoi la persévérance. Le président Chirac a été élu à la 3e tentative. Donc, on pourrait en citer, y compris sur le continent africain, pour certains de nos pays qui ont déjà adopté une certaine démarche démocratique. Donc, l'idée n'est pas de s'arrêter quelque part. L'idée, c'est de participer à quelque chose, à une œuvre de grandeur. Le Cameroun est plus grand que nous et il est plus grand que ma petite ambition. Le MP3 aura un candidat à l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle. J'espère que ce sera moi. Mais si jamais, à un moment donné, je me rends compte que l'un de mes militants a de meilleures chances de victoire, on va le pousser pour qu'il y arrive. Le plus important, c'est que l'idée que je porte pour le Cameroun, que j'ai écrite, marquée sur pierre en 2010, publiée en 2011, mais que je porte depuis bien avant cela, que j'ai reçu des pères fondateurs. On a commencé l'émission par Robin Oumyobé. C'est que ce rêve-là se réalise et que j'y apporte ma contribution. Je peux l'apporter en étant maire, je peux l'apporter en étant député, je peux l'apporter en étant ministre, je peux l'apporter en étant directeur général, je peux l'apporter en étant président de la République. Dans tous les cas, il faut que je l'apporte. Et donc, moi, je continuerai de me battre pour que cette idée-là triomphe. Aujourd'hui, à court terme, nous avons des élections locales, municipales et législatives l'année prochaine. Le MP3 aura des candidats à ces élections-là pour que dans les territoires où nous pouvons avoir des élus, nous démontrions
de notre capacité à mettre en œuvre notre projet. Donc, c'est un combat que nous allons continuer. Et je peux même vous dire, il continuera après que je sois président de la République, parce que la vie politique ne s'arrête pas après qu'on soit président. Je serai président du Cameroun. Après avoir été président, le MP3 continuera ce projet-là et je continuerai de me battre pour que ceux qui viennent après moi fassent beaucoup mieux que ce que moi j'aurais réalisé. Très bien, très bien. Ok, super. On est presque à la fin de cette interview et je suis très heureuse et surtout contente d'entendre qu'il y a des personnes qui continuent de porter le flambeau de l'Afrique et surtout qui osent en fait croire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup d'Africains en général qui sont découragés et surtout qui pensent que l'herbe est verte ailleurs dans d'autres continents. Mais nous, on continue de porter ce flambeau-là. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à un Camerounais qui regardera peut-être votre parcours dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voudriez que ce Camerounais puisse en tirer de votre parcours, de vos élections présidentielles, de tout ce que vous aurez à accomplir dans les années à venir? Simplement que j'aurais été un homme qui aura su se battre pour ses convictions. Et c'est sûr à quoi moi j'appelle tout le monde. Nos convictions ne sont pas les mêmes. Nos missions de vie, nos missions d'âme ne sont pas les mêmes. Je recommande souvent à beaucoup de personnes de lire l'ouvrage L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un ouvrage qui a un peu transformé ma façon de voir ma vie et ma place dans le monde. Mais chacun de nous est unique et chacun de nous a une contribution à apporter à l'amélioration de la vie. Je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai choisi le champ politique, certains ont choisi le champ entrepreneurial, le champ social, le champ culturel, mais chacun de nous est une étincelle, et chacun de nous est une part de Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir de créer et de transformer notre environnement. Totalement. Donc, je souhaite qu'en me regardant, les gens se disent, ce monsieur n'a pas été parfait, mais il s'est battu pour ce en quoi il croyait, et il nous encourage à notre tour à nous battre pour ce en quoi nous croyons. C'est la seule leçon ou le seul héritage que j'espère laisser à ceux qui, dans 20 ans, regarderont mon parcours, mais également qu'ils en tiennent, qu'ils voient en moi quelqu'un qui a réussi à la tête du Cameroun à positionner notre pays comme une nation puissante et une nation leader. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va terminer par ce petit dernier jeu. Donc, définissez en 3 mots. Dites-nous comment est-ce que vous voyez la vision du Cameroun dans les 30 prochaines années à venir. Un pays de justice. Mais je vais développer un peu le mot de justice, c'est-à-dire qui protège les plus vulnérables et qui offre les mêmes chances à tous ses enfants. Okay, un pays de prospérité partagée. C'est-à-dire qui répartit équitablement les richesses qu'il a produites, et un pays puissant. Un pays qui fait peur, qui est craint sur le continent africain et même sur la scène mondiale. Donc pour moi c'est ça, c'est justice, prospérité, partagée et puissance. Et c'est d'ailleurs les 3 points clés du prochain ouvrage que je serai heureux de venir vous présenter dans quelques mois. Avec plaisir. Donc on a dit justice, prospérité partagée et puissance, effectivement. On termine sur cette belle note. On remercie Hiram Samuel. Merci pour votre présence. Ça a été très bénéfique. Et on espère que cet épisode vous apportera justement les clés et les outils pour continuer à investir en vous et surtout aller vers la concrétisation de vos projets, que ce soit au Cameroun ou partout en Afrique d'ailleurs. Et on vous dit à bientôt pour les prochains épisodes de Chez les Audacieux. Ciao, ciao.